Nous avons donc Nicole Camaillou, CEO de Globe Agile Consulting. Nicole fait partie, bien entendu, de la famille African Valley. Nicole nous a rejoint il y a à peu près plus d'un an. Elle m'a appelé en fin d'année en me disant, écoute Dimitri, il se passe quelque chose dans ma vie là. J'avais un projet que je vais faire naître et puis je vais aussi m'investir davantage à l'African Valley. En tout cas, félicitations à toi, Nicole, parce que tu as sauté le pas, comme on peut dire. Et ce soir, c'est vraiment un plaisir de te recevoir parmi nous, que tu puisses nous partager en tout cas ce que tu fais et le message aussi que tu as apporté en cette journée spéciale. Et c'est vraiment un privilège, voilà, pour nous de pouvoir t'avoir parmi nous ce soir et te laisser toute la place pour voilà, nous dire ce que tu as prévu pour nous. Donc maintenant que je l'ai dit un peu, est-ce que tu peux te présenter avant d'aller plus loin et je vais préparer le support comme ça tu me diras comment faire. D'accord. Ben, déjà, bonsoir à toutes et à toutes. Je remercie du fond du cœur African Valley pour cette opportunité qu'elle me donne. Voilà, je suis vraiment très ravie de ça. Et je profite aussi pour nous souhaiter une très bonne femme, parce qu'aujourd'hui, c'est notre journée. Enfin, tous les jours, ce sont nos journées, mais aujourd'hui, c'est une journée encore plus particulière. Donc, je profite pour souhaiter une très bonne fête de la journée des droits de la femme à toutes les femmes. Et aussi remercier tous les hommes qui nous ont souhaité cette journée. Donc, merci à toutes et à toutes. Je pense que Dimitri, je vais commencer par ma présentation. Oui. En fait, qui je suis, ce que je fais. Et dans un premier temps et dans un deuxième temps, on va passer au PowerPoint que j'ai préparé rapidement pour la journée de la femme. Est-ce que ça te convient, Dimitri, ce plan de présentation? Oui, moi je m'adapte, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter, voilà, je vais vous dire qui je suis, comment je suis arrivée à être chef d'entreprise, en fait, bref, d'où est venue cette idée, en fait. Donc, voilà, je redis, je suis Nicole Camaillou, je suis d'origine camerounaise et je réside en France depuis environ une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière en France dans le métier de la comptabilité et de la gestion, après l'obtention d'un DUT en comptabilité et gestion. J'ai tout de suite travaillé comme collaboratrice dans plusieurs cabinets comptables de Nantes et pendant plusieurs années. Et la routine s'est installée. Donc, au cours de ces années, j'ai décidé de changer, de m'orienter vers d'autres activités beaucoup plus vivantes et plus excitantes. Donc, je me suis donc réinscrite à l'Université de Nantes où j'ai passé un Master 1 en audit de gestion et management. Après l'obtention de ce master, en fait, j'ai intégré une entreprise de plasturgie industrielle où j'étais responsable administrative et comptable. Et parallèlement, j'avais ouvert un restaurant au nom qui s'appelait L'Envie de changer, qui est en fait une des premières sandwicheries africaines exotiques à Nantes. Et en fait, je proposais des sandwichs plats typiquement africains, voilà. Et j'ai tenu ce restaurant pendant près de 4 ans et j'ai été obligée de vendre ce restaurant à cause d'un événement malheureux qui m'était tombé dessus. Par concours de circonstances, je me suis retrouvée voilà, en région parisienne où j'ai été embauchée au Lido de Paris comme risk manager. Et je suis restée uniquement une année parce que le Lido de Paris avait été racheté par Sodexo et le management avait complètement changé. Donc, j'ai décidé de partir du Lido de Paris. Et ayant un petit côté philanthrope, j'ai décidé de travailler en fait au sein d'une association qui œuvre dans les quartiers défavorisés en créant les liens entre les habitants, l'État, les collectivités, les services publics. Et j'ai occupé un poste dans cette association de responsable administrative et financière, couplé d'une fonction de chef de projet, voilà, parce qu'à un moment donné, il fallait gérer un projet, il n'y avait personne pour le faire, je me suis lancée, et en suivant bien sûr des formations et aussi en me formant toute seule, voilà. Et donc le projet consistait en fait à un déploiement des tablettes sur des sites. Donc, ayant découvert le métier de chef de projet, j'ai préféré m'orienter vers celui-ci.
Et par la suite, j'ai intégré une équipe de chefs de projet sur l'équipement de maisons de retraite en tablettes connectées. Et récemment, j'ai participé à un projet de fusion-acquisition de 2 entreprises françaises dans le textile. Fort de toutes ces expériences, en fait, dans toutes les structures où j'ai travaillé, des rencontres et des échanges enrichissants, des moments de doute, de frustration profonde que j'ai traversés. Rajouter à cela les formations académiques, professionnelles, des certifications que j'ai passées, j'ai décidé en fait de créer mon entreprise en janvier 2021. Alors, je vais suivre le canevas de tes questions, Dimitri. Alors, la question était de savoir quel a été le moment déterminant de ma carrière. Il y a une citation, en fait, que je mime quand je me trouve en difficulté. C'est la victoire est d'autant plus belle que la difficulté de surmonter est plus grande. Elle est du recueil d'Apophthegme et Ancium en 1885. En fait, la difficulté m'a toujours enrichi. La difficulté me forme, me repousse dans mes retranchements et me fait me remettre toujours en question. En fait, quand tout va bien, je dors sur mes lauriers. C'est seulement quand je suis dans ce que j'appelle des grandes difficultés que je me pose des bonnes questions. Tout ceci pour dire qu'il y a eu plusieurs moments déterminants dans ma carrière et dans ma vie d'ailleurs. Et si je peux citer un seul exemple, c'est lorsque j'ai été élue du personnel au sein de l'association pour laquelle je travaillais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris le poids des responsabilités qu'on peut avoir en voulant protéger les autres et en se protégeant aussi. Donc, il fallait donc que je me gère et que je gère les autres. En fait, c'était une très lourde charge que je traînais jusqu'à dans ma vie privée. Et Dieu merci, je suis arrivée malgré tout, malgré toutes les embûches, jonchées sur mon chemin, je m'en suis sortie. Et ce qui me rend heureuse aujourd'hui, en fait, c'est de savoir que je me suis battue en restant fidèle à mes convictions et surtout à redonner le sourire et la confiance en soi à plus d'une personne. Je suis dans cette question, Dimitri, à quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait vous mettre à votre compte? En fait, j'ai décidé de me mettre à mon compte quand j'étais en poste dans cette association. Et j'ai réalisé que je travaillais quand même pour une asso qui est censée être différente façon de parler d'une entreprise classique. Et j'ai compris qu'on ne va pas refaire le monde, en fait. Parce que quel que soit ce que j'apportais comme proposition, voilà, allant dans le bon sens, c'était balayé d'un revers de la main. Et on m'a toujours dit, on ne va pas réinventer le monde, mais on peut l'améliorer. Donc, c'est ce que je pensais. Et c'est partout pareil. Donc, je me suis dit, partant de là, que plutôt que de chercher à forcer, à faire comprendre mes idées, autant créer ma structure et les présenter directement par moi-même. Alors, si on ne peut pas améliorer les choses, autant donc les proposer. Si on ne peut pas changer le monde, autant donc proposer des améliorations, en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai créé ma boîte. Et comment j'ai choisi mon positionnement? Tout simplement en faisant un benchmark sur ce que font mes concurrents. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que la plupart des activités étaient basées plus sur du business pur, basé sur des processus, des outils. Et je me suis dit, je vais quand même trouver une petite niche dans tout ce qui est humain. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de structures dans lesquelles on place l'humain au centre de tout. Donc, je me suis nichée dans l'humain. Et j'ai donc décidé de réfléchir à l'inverse de mes concurrents, c'est-à-dire en replaçant l'humain au centre de tout. Et pour le moment, ce n'est pas la tendance, mais je crois que ça viendra, j'en suis convaincue. Ok. Non, mais très bien. Alors, et les étapes que tu as pu donc réaliser, parce que tu ne t'es pas lancé non plus comme ça, quels sont le mode opératoire que tu as suivi?
Alors, en fait, j'ai commencé à mûrir mon projet quand j'étais à la Sorbonne Business School, hein, en les testant via les cas pratiques, parce que voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'à la Sorbonne, la chance qu'on a, c'est que voilà, les enseignements ne sont pas très théoriques, hein. C'est vraiment basé sur les cas pratiques. Et donc, à chaque fois, je posais des questions quand on était, par exemple, en cours de stratégie. J'abordais une question stratégique en cours et le professeur m'orientait. Quand on était en cours de gestion des ressources humaines, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai validé mon projet, c'est-à-dire quand j'ai vu que oui, il y avait matière à pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, j'en ai parlé autour de moi, en fait. Et j'ai recueilli les avis qui étaient très mitigés. Il y avait certains qui disaient non, tu ne vas pas réinventer la roue, voilà, ce que tu veux faire, ça existe déjà, donc ce n'est pas la peine. Mais au fond de moi, j'étais quand même persuadée qu'il y avait beaucoup de choses à faire encore dans le domaine de l'accompagnement et du changement dans les entreprises, vu que j'en vivais déjà au quotidien et que, voilà, en échangeant avec des collaborateurs et des connaissances, ils disaient que vraiment, c'était un peu n'importe quoi dans les entreprises. Donc, finalement, j'ai franchi le pas et je me suis lancée en me disant j'essaye quand même, on verra. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais par contre, je regrette de m'être lancée aussi tardivement. Donc, j'aurais dû me lancer un peu plus tôt. Ah ben c'est bon à entendre. Tu as fait du test and learn, comme un peu moi aussi, j'ai expérimenté mon projet African Valley pendant mon cursus à l'ESSEC. Donc, je reconnais bien là les démarches, donc c'est très bien. Et quand tu as décidé de te lancer, tu as pensé à t'associer ou tu t'es dit, bon, bah, pour l'instant, je vais d'abord commencer toute seule ou, voilà. Alors, j'ai préféré commencer toute seule parce que s'associer, c'est bien, mais c'est bien plus difficile et plus contraignant. Parce que déjà, il faut connaître la personne avec qui on s'associe, là où les personnes avec qui on s'associe, et aussi voir ce que là où les personnes apportent au projet, en fait. Donc, pour le moment, je suis toute seule et j'ouvrirai peut-être mon capital un jour, qui sait. Bon, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd, donc tout le monde a entendu. Alors, quel conseil donnerais-tu avant qu'on arrive sur le sujet que tu as choisi de développer à tous ceux qui veulent entreprendre? Alors, déjà, je dirais qu'il faut être soi-même. Il faut écouter son instinct. Il faut, alors, je vais sortir un peu du cadre, hein, il faut confier son projet à Dieu, excusez-moi, c'est bon. Et surtout, bien mûrir le sujet, oser, avoir le courage et l'audace, ne surtout pas avoir peur de se tromper, de commettre des erreurs. Car c'est comme ça qu'on apprend, en fait, on apprend en se trompant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Pixar, qui est une filiale de Walt Disney, en fait. Chez Pixar, en fait, un des discours des managers, c'est que les erreurs sont des opportunités, en fait. C'est-à-dire qu'on apprend à créer. En fait, on incite les salariés à commettre des erreurs pour voir jusqu'où ils peuvent créer. Donc, pour moi, il faut vraiment faire des erreurs et c'est comme ça qu'on crée. Donc, il faut oser, il faut essayer, il faut tester. Et il faut sortir du projet, il faut valider les étapes et il ne faut pas rester à l'étape de l'idée. Donc, il faut essayer de concrétiser son idée, faire ce qu'on appelle en jargon de gestion de projet, les MVP, des projets miniatures pour voir si effectivement c'est viable. Mais en tout cas, ici, si j'ai une phrase à dire, c'est oser, essayer de vous tromper, commettez des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Tout à fait. Et puis, bien entendu, comment on appelle ça, revenir sur ce qu'on a fait pour voir où améliorer, ou qu'est-ce qu'il faut corriger. Tout à fait, c'est ce que arrivent à très bien faire les Américains dans le test and learn et qu'on sait très moins bien faire dans nos pays latins, puisque on prend un exemple, hein, on leur dit que pour faire le taxi, c'est compliqué en France, il faut une licence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent Uber, quoi. Donc, et puis voilà, aujourd'hui, le sens va vers ce qu'eux ont fait, quoi. Donc, voilà, il faut tester. Donc, tu as raison. Merci en tout cas pour ces conseils. Alors, Nicole, nous arrivons à une thématique que tu as choisie en lien avec l'actualité. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Que peux-tu nous dire avant de commencer? Pourquoi ce choix? Alors, ce choix parce que c'est un sujet qui est plus que d'actualité, en fait. Et on a bien vu qu'aujourd'hui, les femmes sont relayées
au second plan. Elles n'occupent pas leur place, en fait, elles devraient occuper normalement si tout était fait dans les règles de l'art. Et en faisant quelques petites recherches, je me suis rendu compte que, oui, elles font beaucoup de choses, et les femmes, oui, elles agissent parfois au détriment de au risque de leur vie, je vais dire. Et donc, c'était quand même quelque chose à mettre en avant, parce qu'on vit quand même depuis bientôt 1 an dans cette pandémie, et bon nombre de femmes ont été plus ou moins touchées par cette pandémie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial. Donc, pour moi, j'ai estimé très opportun de parler de ce sujet aujourd'hui, de mettre la femme en avant comme ça, en montrant qu'elle sait faire bien plus de choses qu'on ne le dit souvent, même si on le sait, mais on ne le dit pas souvent. D'accord. Bon, je vais me transformer en ta petite main, donc je vais pouvoir avancer quand tu veux. Tu peux y aller. Voilà, donc du coup, comme je disais, ces femmes ont vraiment un talent incroyable dans ce qu'elles font. Et on ne s'est pas rendu compte, en fait, de ce qu'elles font, de ce qu'elles apportent. Et en faisant des petites lectures, en fait, dans les magazines, je me suis rendu compte que, il fallait, que beaucoup d'organismes avaient mis en avant la qualité de la femme, ce que la femme peut apporter, la femme peut apporter dans le monde, et plus précisément dans ce monde de la COVID-19. Et il y avait des articles, des magazines qui ont carrément mis la femme en première ligne, en fait. C'est sur la slide d'après. Sur la slide d'après, voilà, en disant que la femme était en première ligne sur tous les plans, en fait, dans les professions de santé, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le personnel qui est en première ligne, ce sont les femmes, ce sont les infirmières. Il y a plus de femmes, il y a plus de personnel infirmier féminin que d'hommes. Donc, les femmes sont plus novatrices. Je vais prendre un petit exemple. En Norvège, la première ministre a été la première à innover en parlant, elle a créé un petit programme qui s'adressait directement aux enfants, où elle leur expliquait ce que c'est que la COVID-19. Et donc ça, les chercheurs n'y avaient pas pensé tout simplement. Et donc ça a été un moyen de sensibilisation auprès des enfants. Et donc ça, c'est une femme qui a eu cette idée, parce que les enfants, on leur disait, vous allez à l'école, vous n'allez pas à l'école, mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Et donc, elle a eu cette idée de créer ce petit programme en expliquant aux enfants, ça, ce qui est très bien. On voit que ce sont les femmes qui vont auprès des communautés dans les quartiers à expliquer aux personnes qui sont à la marge de la société, en leur disant, voilà, la Covid, c'est ça ou c'est pas ça, parce que tout le monde n'a pas de télé, tout le monde n'écoute pas la télé. Donc, c'est bien les femmes qui vont encore vers les minorités, informer ces minorités, en fait, de cette maladie. Donc, si on peut résumer, on peut dire que les femmes ont vraiment bien géré, elles continuent d'ailleurs à bien gérer la Covid, elles sont vraiment en premier plan. Parce que faire, comme je vous dis, être novatrice, être pourvoyeur de soins et être organisatrice communautaire, c'est pas rien, c'est quand même des nécessités dont on a besoin pour la gestion de cette crise. Et donc, si on passe à la slide d'après, on se rend compte également aussi que il y a des dirigeantes, et les pays dans lesquels la Covid a été le mieux gérée sont des pays qui sont tenus par des femmes. Donc, on ne va pas me dire que la femme n'a pas sa place dans ce monde. Et on peut regarder rapidement la slide d'après, où on présente ces femmes. Donc, il y a effectivement Angela Merkel, et là, il manque la présidente éthiopienne en Afrique, qui a aussi beaucoup œuvré pour la crise sanitaire en Éthiopie. Tout à fait. Et puis, on salue en effet la bonne gestion, parce que bien souvent, on est dans comment on appelle ça, dans une vision machiste, alors que là, c'est vrai, c'est reconnu que, en tout cas, tous ces pays ont été en première ligne dans la bonne gestion de la COVID-19. En tout cas, bravo à elle, et en effet à l'Éthiopie aussi, qui mérite sa place ici. Exactement. Et donc, dans la slide d'après,
Voilà, c'est un petit résumé en fait de ce que font les femmes. Hein. Ça, on a déjà parlé brièvement. On présente ici leurs compétences, leurs contributions irremplaçables, les faveurs des décisions, des politiques, des lois. Voilà, elles sont en fait, cette slide en fait, c'est juste pour dire que les femmes sont en fait partout. Elles sont partout techniquement, mais voilà, aux yeux de la société, on ne les voit pas en fait. On les voit pas, elles sont invisibles, mais elles agissent dans les coulisses. Voilà. Et donc, voilà. Après, on nous dit, voilà, que cependant, les femmes, il y a très peu de femmes chefs d'État et de gouvernement dans le monde. Donc, on ne peut pas comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi les femmes sont si impliquées dans la gestion, dans la gouvernance, la gouvernance et dans le gouvernement au quotidien des actions, et on ne comprend pas pourquoi, en fait, il n'y a que 20 femmes chefs d'État et de gouvernement dans le monde. Donc, on croit que ce n'est pas parce qu'elles manquent de compétences, mais le problème est peut-être ailleurs. Il faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi. Ah, c'est sûr qu'on a à peu près 192 pays, je crois, à l'ONU, ou 195 ou 16, mais ouais, sur 20, il y a encore une grosse marge de progression, et voilà, en tout cas, le message, il est passé. À bon entendeur, comme on dit, salut. Salut. Et donc, du coup, la slide d'après, voilà, on parle toujours des obstacles, hein, voilà, qui entravent voilà, la vie des femmes. On s'est rendu compte que pendant la Covid aussi, il y a eu des femmes qui ont été mises à l'écart, il y a les violences qui ont continué. Voilà, il n'y a rien qui a changé en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles sont restées à l'ombre. Elles sont sorties, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, mais en fait, on voit que de l'autre côté, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas d'équilibre, quoi, façon de parler. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est pas, on ne peut pas dire que les femmes n'ont pas agi ou qu'elles n'agissent pas pendant la pandémie. Elles y sont, mais elles continuent à être victimes, voilà, d'actes barbares. Voilà, elles continuent à être considérées comme le sexe faible. Elles continuent à être reléguées au second plan. Donc, à un moment donné, il faudrait que, voilà, qu'on essaye de verser la tendance, mais comment on va faire pour le faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? On le fait déjà, mais comment faire plus? Comment faire mieux? Et je pense que sur la slide prochaine, il y a une question qui se pose en disant, est-ce qu'on est leader, en fait? C'est-à-dire que le fait que les femmes soient relayées au second plan, le fait que les femmes soient absentes, pas volontairement, mais du fait du système, fait qu'on s'amène à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas la capacité? Est-ce que c'est parce qu'elles ne veulent pas? Ou est-ce que c'est parce qu'elles sont bloquées? Et donc, une des questions une des pistes que les sociologues ont trouvées, c'était de poser la question de savoir comment on devient leader en fait. Qu'est-ce qui fait que les femmes, malgré tout ce qu'elles peuvent faire, malgré tout le potentiel qu'elles ont, n'arrivent pas comment dire, n'arrivent pas à être leader. Elles le sont, mais qu'est-ce qui fait qu'elles le seraient plus en fait? Qu'est-ce qui bloque? Et il y a quelques pistes qui sont proposées. Est-ce que être leader, alors la question ici c'est est-ce qu'on est leader? En fait, on ne peut pas répondre à cette question parce qu'on nous dit que quel que soit si on est leader ou pas leader, ça c'est pas la question. Il faut plutôt travailler son leadership en fait. L'idée ici, ce n'est pas de savoir si on est leader ou pas en fait. C'est de travailler son leadership. Et comment on travaille son leadership? Et on nous dit que c'est gagner un impact dans sa prise de parole, c'est prendre toute sa place. Donc les femmes doivent être beaucoup plus présentes dans la société qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles doivent s'affirmer beaucoup plus. Elles doivent apprendre à se mettre en valeur en parlant de leur réussite. Elles doivent gérer les objectifs. Donc, elles ne doivent plus être à l'ombre des hommes. Elles doivent sortir et prouver qu'elles sont là. Et mais tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît.
Merci. Voilà. Alors, ici, on nous parle de ce qu'il faut, en fait. Est-ce qu'il est important de prendre… Alors, de ce qu'il faut pour être leader, excusez-moi. Donc, on dit qu'il est important de prendre du temps pour mieux se connaître, d'identifier son mode de fonctionnement, et voilà. Donc, ça, en fait, c'est des règles basiques, des notions basiques qu'il faut connaître si on veut être leader. Il y a un petit travail à faire et en fait, mettre tous ces éléments en application. Et en fait, si on arrive à se poser ces questions, c'est pour permettre en fait à la femme de savoir quelle place elle occupe. Et tu peux passer à la slide d'après, Dimitri, s'il te plaît. Merci. Voilà, en fait, pourquoi ces questionnements, c'est de savoir, de pouvoir rassurer la femme en lui faisant savoir pourquoi elle doit prendre de la hauteur, en fait. Et donc, il faut qu'elle élargisse ses perceptions, il faut qu'elle apprenne à écouter les autres. Voilà, c'est des instructions qui sont bien pour son développement. La femme doit être visible, elle doit avoir confiance en elle-même. Et pour cela, il faut que la femme apprenne à se positionner dans son environnement. Donc, il faut qu'elle comprenne ses propres représentations parce qu'on ne peut pas être… on ne peut pas être leader si on ne sait pas qui on est. On doit savoir déjà qui on est. On doit savoir lever les idées reçues. On doit réussir à identifier les résistances personnelles. Et on doit cerner les évolutions sociales et les contraintes de l'environnement. Et donc, comment on construit son leadership? C'est la slide d'après, Dimitri, je crois. Oui, celle-là. Alors, ici, on a quelques recommandations sur lesquelles on peut s'appuyer pour construire son leadership. Donc, on peut, effectivement, il est important de renforcer son estime de soi. Voilà, ça, je vais laisser lire parce que je ne pense pas que c'est très utile de lire, mais bon, en fait, il faut, voilà, il y a la confiance de soi, il faut développer son intelligence émotionnelle et ainsi de suite. Donc, de toute façon, ça sera disponible pour les partager, ouais. Oui, voilà, on partagera après. Merci, Nicole. Donc, on va rester là-dessus, je pense. Voilà. Laissez afficher comme ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez réagir dessus. Oui, tout à fait. Philippe nous dit que c'est important donc de le dire et de le répéter. En tout cas, cette tribune et en cette journée spécifiquement, le replay sera là aussi pour relayer ce message. Que en tout cas nous soutenons en tout cas à l'African Valley la place des femmes dans en tout cas les responsabilités. Nous sommes bien entendu nous nous opposons et nous nous levons contre toutes les violences qui peuvent être faites et toutes les différentes on va dire agressions, harcèlement, enfin toutes ces choses qui sont des actes voilà, odieux. Donc, nous dénonçons tout cela. Et en effet, African Valley encourage, en tout cas, la femme à prendre sa responsabilité, puisqu'on sait aussi qu'en Afrique, nous avons plus de femmes qui sont chefs d'entreprise qu'en Occident. Alors, c'est vrai qu'on va dire que c'est l'occasion qui fait, mais c'est quand même bien de reconnaître qu'on a énormément de femmes qui se prennent en charge, notamment dans le commerce, dans différentes activités lucratives, pour justement déjà, faire vivre leur foyer, mais au-delà, pouvoir donner de l'éducation à leurs enfants et bien au-delà. Donc, c'est aussi à saluer de voir que le continent africain, malgré tout ce que l'on peut dire, la femme joue un rôle et en tout cas une place dans l'économie qui est très importante. Et parfois dans l'informel, puisque c'est là où on ne voit pas, mais le jour où on va prendre toutes ces statistiques, on va s'apercevoir que les femmes
pèse énormément sur l'économie africaine. Oui, donc Philippe nous dit, pour beaucoup de personnes, il est important de pouvoir restaurer leur image de soi et de reprendre confiance dans leurs capacités. Tout à fait, en partage. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre le micro à tous et n'hésitez pas à interpeller Nicole, posez vos questions directement et comme ça, Nicole peut vous répondre. Donc, les micros sont ouverts, donc vous passez votre micro en jaune s'il est bleu, si vous voulez prendre la parole. Alors, Nicole, tu m'entends? N'hésitez pas. Oui, Nicole, allô? Allô, oui. Oui, Nicole, merci en tout cas pour ton partage. Bon, moi sur le slide, je vois qu'il faut développer sa flexibilité comportementale. Oui. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi cette gymnastique? C'est Stéphane? Oui, c'est moi, Nicole. J'ai reconnu ta voix. C'est pas Stéphane, Oui. c'est les Tolls Diaspora. Oh, c'est pareil. C'est pareil. Mais alors, je vais te répondre. Développer sa flexibilité comportementale, en fait, c'est de dire qu'il ne faut pas rester figé sur une attitude. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir aux autres. Il faut s'ouvrir. C'est-à-dire, vous savez, on est avec parfois des prédispositions où, en fonction de notre évolution, on est obligé de s'adapter à notre environnement, en fait. Et donc, il y a des personnes qui, pour des raisons quelconques, disent, mais non, j'ai été élevée comme ça, j'ai vécu dans un environnement pareil, et pour rien au monde, je ne changerai pas. Donc, quand on veut être femme leader, quand on veut développer son leadership, on doit s'adapter. On ne peut pas rester figé sur un comportement. On ne peut pas rester figé sur une attitude, parce que déjà, une des règles, en fait, c'est d'écouter les autres. C'est d'écouter, c'est de s'adapter. Donc, si on reste figé, je pense que c'est pas la peine d'être leader. On ne peut pas être leader en restant figé. Parce qu'on devient, en fait, comme un jar d'élastique qui plie, parce qu'il y a, face à certaines situations, on va être obligé de s'étendre, et face à d'autres, on va rester à sa place. Donc, quand on dit développer sa flexibilité comportementale, c'est dire qu'on doit s'adapter en fonction des personnes et de l'environnement dans lequel on se trouve. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stéphane. D'accord, non, merci Nicole. Donc, je vois s'il faut avoir, je sais pas, une sorte de polyvalence. En tout cas, il faut être à l'aise, on va dire. Faut essayer d'avoir cette capacité de s'adapter, en fait. Exactement, exactement. Je vais prendre un exemple concret. Tu vois, il y a des personnes, bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais bon, ça en est quand même un, des personnes voilées. Tu vois, tu es voilé, on te dit, tu vas aller à une conférence, on te dit qu'on n'a pas besoin des personnes voilées. Bon, voilà, à tort ou à raison, bon, c'est pas là le sujet. Si tu veux vraiment apprendre, si tu tiens vraiment à aller à cette conférence, mais il faudrait que tu fasses un effort, en fait. Même si tu sais que ça va au-delà de tes convictions. J'ai pris l'exemple extrême, hein. C'est vraiment extrême, mais si ça va au-delà de tes convictions, tu te dis, ben, qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait? Et si tu vois que ça va t'apporter des choses, ben, écoute, tu essaies de t'adapter. Tu te dis, bon, j'y vais, mais je sais ce que ça va m'apporter, et après, je remets mon voile. Ça, c'est un exemple que j'ai eu lors d'une conférence, et j'ai trouvé ça assez choquant, mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, bah oui, effectivement, parce que si tu ne vas pas, si on te dit que c'est le petit truc qui te manque pour pouvoir te lancer, mais tu es un peu obligé, hein, Oui, tu vas au-delà de tes convictions. D'où la célèbre phrase « À Rome, fait comme les Romains ». Exactement, exactement. Exactement. Et même, il y a même aussi, comment on appelle ça, le PNL, là, comment ils appellent ça, le PNL, là, où on dit, et ça marche en fait, ils disent que quand tu arrives face à quelqu'un, si la personne commence à te raconter comment il a passé ses vacances,
Ben, écoute, la personne ne dit pas. En fait, tu t'en fous. En vrai, tu t'en fous de ces vacances. Mais écoute cette personne. C'est surtout dans les relations commerciales. Tu écoutes ce que la personne te dit et la personne voit que tu t'intéresses à elle, alors qu'en fait, tu n'as rien à cirer. Et tu vois, donc tu t'adaptes juste le temps de ce que tu vas avoir comme information à cette personne. Et après, dès que tu as pris ton information, tu te casses, en fait, enfin, façon de parler. Tu pars et en partant, tu as. Disons qu'il faut être pragmatique, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut être pragmatique. Bon, il ne faut pas fermer les portes. C'est pas un conseil que les hommes doivent faire face à leurs épouses ou leurs conjoints. Dimitri, tu parles bien pour toi, là. Je nuance parce qu'on est quand même dans une certaine journée, donc je veux garder le cadre solennel. Oh. Tout dépend des objectifs. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir, quelqu'un qui veut poser une question? N'hésitez pas, on salue Christine qui vient d'arriver. Merci Christine, parce que c'est grâce à Christine qu'on a connu Nicole, et un grand merci. Allô. Bonsoir à tous. Allô, allô. Oui. Vous m'entendez très bien? Oui, on t'entend, Franck. J'ai une question. Merci pour la présentation. J'ai deux Merci, questions. Franck. La première sur la dernière partie. Et puis je vais commencer par la dernière partie, puis la première. Moi, la question, par rapport à la présentation, la question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est un peu la part de responsabilité? Parce que d'une part, il y a des hommes qui doivent faire des efforts, ce qui se comprend. D'autre part, il y a des femmes qui doivent s'adapter. Aujourd'hui, le plus gros du lot se trouve où? Sur l'adaptation des femmes, sur tout ce qu'on veut dire pour se ressaisir de leur leadership, ou sur le changement de mentalité des hommes afin d'accepter, je ne sais pas si je me fais comprendre, afin d'accepter cette réalité-là. Moi, je dirais, je couperai la poire en deux, je dirais chez les deux. Okay. Chez les deux, pourquoi? Parce que je commence par les hommes. En fait, si aujourd'hui on parle de la journée internationale des droits de la femme, c'est que quelque part les hommes n'ont pas laissé ou ont laissé très peu de place aux femmes. Donc là, je dirais que ça c'est la part de responsabilité des hommes. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas assez de place aux femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont ouverts, on ne va pas généraliser, ce n'est pas tous les hommes. Hein. Mais on a bien vu aujourd'hui que malgré les lois qui sont passées sur la parité hommes-femmes dans les entreprises, il y a encore des entreprises qui sont dirigées par les hommes et où la femme n'a pas, enfin, où les femmes, les collègues femmes n'ont pas le même salaire à compétences égales avec les hommes. Donc là, je dirais que dans ce cas-là, je mettrais la responsabilité sur les hommes. Je dirais qu'ils n'ont pas laissé assez de place. Et où je dirais aussi que les femmes, d'un côté, c'est pas parce que les hommes ne laissent pas la place qu'elles doivent croiser les bras. Il faudrait qu'elles aussi fassent des efforts. Elles continuent à faire des efforts parce qu'elles en font déjà beaucoup. Dimitri a pris l'exemple là des femmes africaines où en Afrique, c'est la femme qui fait tout, en fait, presque. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, mais en tout cas, c'est la femme qui tient le foyer en Afrique. Donc, voilà, elles font déjà beaucoup d'efforts. Et donc, il faut qu'elles continuent à faire des efforts. Et on a bien vu que depuis ces 20 dernières années, il y a eu des progrès qui sont faits quand même. Donc, il faut qu'on continue dans cette lancée à se soutenir, à s'améliorer, par exemple, sur les questions de leadership, comment on fait pour asseoir sa place, comment on fait pour trouver sa place, comment on fait pour être présent dans la société, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que voilà, je partage, c'est Franck, je crois, je partage les responsabilités en deux, donc les hommes d'un côté parce qu'ils n'ouvrent pas assez, de portes pour que les femmes rentrent, et les femmes aussi parce qu'elles doivent continuer en fait à se donner. Donc, c'est un peu plus quand même, pour trancher, je dirais que c'est un peu plus de la responsabilité des hommes quand même. Okay. Parce que si ça avait ouvert, on serait bien rentré. Ce n'est pas parce qu'on manque des compétences, on a tout ce qu'il nous faut, mais on demande juste à rentrer. Du coup, me vient un exemple pour compléter un peu ma question. Moi, je me souviens dans une boîte où est-ce que j'ai été recruté, j'avais passé tout l'ensemble des entretiens, et dans le groupe, parmi les recrutés, il y avait une jeune demoiselle. Et une fois que mon collègue en discutait, et il me souffle quelque chose plusieurs mois après dans l'entreprise. On était en professionnalisation. Il me dit que tu sais, au départ, en fait, on n'allait pas prendre la fille. J'ai dit, mais pourquoi on n'allait pas prendre la fille?
parce qu'ils avaient, en fait, les gens au recrutement, ceux qu'on avait envoyés, les hommes qui étaient au recrutement, ils avaient recruté que des hommes. Mais comme les managers dessus, ils avaient renvoyé par instruction, il faudrait qu'il y ait quand même une certaine parité. Et ils se sont rattrapés sur la fille et du coup, ils ont laissé l'homme. Du coup, moi, la question qui me vient, en fait, l'interrogation qui me vient à l'esprit, parce que quand la personne me dit ça, ça voudrait dire quoi concrètement? Ça voudrait dire que si il s'agissait que des compétences, la femme n'aurait pas été là. Du coup, je me repose encore une autre question, c'est à savoir, est-ce que, si c'est vrai, parce que je ne sais pas, ça c'est ce qu'on me rapporte, si c'est vrai, est-ce que c'est de ce type de parité qu'on cherche, c'est-à-dire que même si les compétences ne sont pas égales, on force la parité parce qu'on la veut, ou il faut plutôt retravailler à la base dans le sens que renforcer des capacités ou bien réinsister sur certaines choses, ou tout simplement, je ne sais pas, peut-être que la personne s'est projetée. Je me pose la question, est-ce que des gens, dans leur lecture au recrutement, ils se sont tout simplement basés sur des compétences, ou parce que c'était une femme, il y a eu un biais? Donc, dans ce cas-là, je dirais, là, ouais, il y a peut-être un problème. Est-ce que si c'est réellement vrai qu'il y a, en tout cas, à compétences égales, ils auraient pris un homme, mais comme il fallait faire une parité, ils ont pris une femme. Est-ce que ce type de parité peut tenir longtemps dans le temps? Dans le sens, est-ce que, peut-être à force de faire de l'égalité, on finira par devenir égalitaire, ou il faut plutôt regarder la base, se dire côté compétences, renforcer. Elle est un peu vague ma question, mais désolé. Hein, non, mais je comprends, Franck. Mais je pense que dans ce cas, effectivement, il n'y avait pas d'objectivité. En ce qui me concerne, hein, je ne trouve pas il n'y a pas d'objectivité là-dedans. Mais après, comme tu dis, on ne sait pas si c'est vrai ou alors quels étaient les critères de recrutement. Parce que ça se trouve, ils ont commencé sur une mauvaise base et à la fin, ils ont dit, bon, voilà, il faut rattraper le truc. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense que dans un cas de recrutement, il faut être objectif et je pense qu'aujourd'hui, dans les métiers, on rencontre aussi bien les hommes que les femmes. Hein, aujourd'hui. Okay. Du coup, ma dernière question, hein, qui était la première au départ, dans la première partie de la présentation sur tout ce qui est changement d'entreprise, au changement, moi, je n'ai pas bien compris, j'ai un peu compris votre positionnement global, mais par exemple, dans tel type de projet dont on peut vous faire appel, est-ce que si on change un ERP en entreprise, on vous fait appel parce que il y aura peut-être un choc lié au changement ou c'est plutôt sur autre chose? Alors, tout ce qui touche au changement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on estime que on faisait comme ça, on avait une façon de faire et qu'on va changer, ça peut être un ERP, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être un dirigeant parfois, ça arrive hein, qu'il y ait un changement de dirigeant et qu'on c'est un changement quand même que donc vont subir les salariés. Là, on peut faire appel à moi. En fait, tout ce qui va changer le mode de fonctionnement habituel et qui va être et qui peut être, comment dire, significatif. Là, en tout cas, on ne va pas dire que si on changeait les stylos, on va appeler non. Si ça, le changement, il faut que le changement soit significatif, en fait. Okay. Que cela puisse avoir un impact sur les salariés ou sur le déroulement de l'activité. Okay. Là, on parle de changement. Okay. Donc, en l'occurrence, un ERP, ça a un impact parce que, pourquoi? Parce qu'on va changer la manière de travailler de certaines personnes. Donc, est-ce que ces personnes-là sont déjà informées de qu'on va changer l'ERP? Première question. Et si oui, est-ce qu'elles sont d'accord? Est-ce qu'elles ont bien compris? Parce que là, on parle de sensibilisation. Et est-ce qu'elles connaissent l'outil qu'on va remplacer, enfin, le nouvel outil, est-ce qu'elles sont au courant? On parle de formation. Donc, il y a tout un processus à mettre en place par rapport à ça. Donc, oui, dans ce cas, on parle de changement. D'accord. Et du coup, vos interventions prennent quelle forme? Ce sont des entretiens que vous allez avoir avec des salariés ou c'est… Alors, oui, alors, dans un premier temps, il faut toujours faire un diagnostic pour faire l'état des lieux, hein, pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe concrètement, parce que l'expérience a montré qu'entre ce que les collaborateurs ou alors le chef d'entreprise dit et la réalité du terrain, il y a souvent des fossés. Donc, c'est au consultant ou à l'expert, en fait, de faire son diagnostic personnel, de juger, de trouver où est le problème, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui va. D'accord. Voilà. Et ensuite, en fonction du diagnostic, on va agir sur les leviers qui peuvent être soit de l'animation, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être de l'accompagnement,
Voilà, et après, on va mesurer l'avancée du changement avec des KPI pour voir en fait si oui ou non on aboutit au changement. En gros, c'est ça. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est un très, très, très bon créneau, puisque moi, comme on peut savoir dans le groupe, je m'intéresse beaucoup à la transformation digitale dans les entreprises. Cette transformation digitale, et souvent quand on en parle, on dit on va automatiser des choses sur un canton, ils vont pas avoir, ils feront des choses plus intelligentes. Et moi, la question, je garde toujours au fond de moi, je sais qu'il y a des gens qui se sont habitués à faire leurs tâches répétitives. Trouver leur confort dans des tâches routinières, répétitives, à force de les faire, et les changer à des tâches plus réfléchissantes, ça ne fait pas forcément leur affaire. Donc, ces choses-là, je pense qu'il y a tout un boulevard qui, d'ici quelques années, qui nécessitera des gens qui s'intéressera vraiment à l'impact. Je pense que c'est un bon stratégie en placement. Félicitations. Et Franck, juste pour terminer là-dessus, et tu sais, quand il y a des gens qui sont résistants, quand on arrive à leur expliquer, à les sensibiliser, qu'ils comprennent les bienfaits, parce que souvent on ne dit pas tout en fait. Ils ne sont pas au courant, mais une fois qu'ils sont au courant, c'est des gens qui sont vraiment des meneurs. Ils deviennent des meneurs subitement. Donc, c'est dire que la communication dès le départ, souvent, n'est pas bien faite ou très peu faite en fait. Donc, en fait, il faut toujours commencer, c'est ce qu'on dit en fait. On dit, avant tout changement, il vaut mieux toujours informer les salariés. Il vaut mieux leur dire où on va, parce que quand ils savent où on les amène, ils suivent. Quand ils ne savent pas, ils ont peur. Ils ont peur d'être perdus et c'est normal. Et le dernier point, ça c'est vraiment le dernier point, c'est quel est le destin de ceux qui n'auront pas finalement compris. Mais à force d'explication, à force de dire, il y a des gens peut-être comme ça qui existent qui n'auront pas quand même changé. En fait, c'est souvent pas leur destin dans ce cas-là. Non, ils n'ont pas de destin. On les amène à comprendre parce qu'on a des formules qu'on appelle les formules choc. Oui. C'est-à-dire qu'on va entre guillemets, les choquer. Okay. C'est-à-dire qu'on va les placer dans un environnement où l'entreprise, arrive dans un monde apocalyptique et où ils auront peur. On va leur dire, mais vous vous rendez compte, par exemple, vous vous rendez compte, si on ne change pas ça, vous vous rendez compte des parts de marché qu'on va perdre. Et si il y a perte de parts de marché, qu'est-ce que ça engendre? La baisse du chiffre d'affaires, ça engendre peut-être le licenciement. Ok, merci beaucoup en tout cas. Donc en fait, on essaie de les choquer. D'ailleurs, c'est par là qu'il faut parfois commencer. Enfin, bon, bref. Merci beaucoup pour la réponse. Franck, je vais te donner un exemple pas plus tard qu'aujourd'hui. Là, dans l'entreprise où je suis, on est amené à déménager. Et chacun, en fait, aujourd'hui, on va passer dans ce qu'on appelle, pour certains, vous connaissez, le flex office, où en fait, c'est terminé le bureau visuel où tu mets tes photos des enfants, tout ce que tu as gagné comme coupe et tout ça, et pour arriver en fait sur un bureau que tu laisses, qui doit être clean le soir. Et voilà, j'allais voir des collègues aujourd'hui, et puis je leur expliquais un peu une des missions que j'avais, et puis je regardais tout autour des posters, des peintures, des tableaux, et par l'humour, je leur disais, mais tout ça là, demain, mais c'est terminé, c'est terminé, c'est fini. Donc préparez-vous parce que vous aurez droit qu'à 2 cartons pour le déménagement. Donc je leur faisais passer ça par l'humour, si tu veux, mais c'était pour quelque part les amener à réaliser que voilà, c'est fini ça. Demain, si tu quittes ton bureau, tu fais place nette parce que demain, tu ne sais pas si tu vas être encore au même endroit. Ok, je vois. Et est-ce qu'ils ont été sensibilisés pour ça, Dimitri? Oui, il y a toute une démarche qui est lancée, une communication interne avec les managers et tout ça. Mais c'est, voilà, pour illustrer à Franck. Mais de toute façon, il y aura des actions à faire en commun, puisque par rapport à ce que développe Franck sur la partie no-code, no-code, il y aura besoin d'accompagner les organisations et Nicole, on aura besoin de toi. Christine pose une question. Tu peux prendre le micro si tu veux, hein, Christine. Hein, tu prends la parole. Je veux dire quelque chose. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Bon, je suis très heureuse d'être invitée à cette table ronde, ce nouveau format. Bravo. Nicole, j'avais une question pour toi, puisque tu es une experte du changement. Aujourd'hui, post-Covid, si on s'imagine en 2023, qu'on a tous été vaccinés, on va reprendre une vie, je ne sais pas si on peut dire normale, mais en tout cas une vie quasi normale. Quels sont pour toi, demain,
en 2023 les 3 grands changements auxquels va être confrontée l'entreprise. C'est-à-dire, je prends un exemple, est-ce que tu penses qu'une entreprise pourra imposer à un salarié de venir 5 jours sur 5 ? Est-ce que tu penses, et dans ces cas-là, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, hein, tu sais très bien comment ça fonctionne dans l'entreprise, est-ce que tu crois que typiquement les habitudes de consommation qui ont privilégié les commandes, ce genre de choses, vont aussi perdurer. Voilà, je voulais savoir, d'après toi, quels sont les 3 grands changements qui vont avoir lieu. Alors, moi, ce que je pense, hein, et ce que j'ai pu lire dans quelques journaux de référence, c'est plutôt beaucoup plus le mode de management. Le mode de management, le mode de management dans les entreprises, c'est-à-dire les managers vont changer on va dire, ils ont appelé changer de poste, changer de mission. C'est-à-dire, ils ne seront plus là à faire, surtout à la mode française, hein, à être derrière les collaborateurs avec le petit bâton en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Ça va changer, ça commence à changer déjà maintenant. Et même après, puisque les salariés ont déjà pris leur indépendance, la plupart d'ailleurs, ceux qui sont en télétravail, donc ça va continuer comme ça parce que quelque part, ils ont aussi un peu retrouvé leur liberté, même si ça n'est pas une. Donc je pense qu'il y aura le mode de management qui va changer. Je pense qu'il y aura aussi plus de, comment dire, plus d'implication des salariés parce que du fait qu'ils soient libres, ils vont beaucoup plus s'impliquer, ils vont plus attendre, ils vont plus aller chercher, attendre qu'on leur donne l'information, mais ils vont aller chercher l'information. Donc, pour moi, c'est une forme de liberté du collaborateur et du coup, de responsabilisation de ce collaborateur dans l'entreprise. Parce que là, il va se dire, bon, voilà, on me fait confiance maintenant, je peux maintenant m'exprimer. Je pense qu'il y aura aussi une diminution dans les pays francophones, en l'occurrence la France, de strates de management. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait le N-1, le N-2, le N-3, le N- je ne sais pas combien. Donc ça va diminuer aussi. Parce que là, on va arriver à une communication beaucoup plus directe. Donc moi, je pense que ça sont les grandes transformations, les grands changements qui vont arriver, Christine. Peut-être qu'il y a d'autres pistes. Alors, il y a Philippe qui nuance, ça dépend du type de travail. Pour l'assemblage en usine, il y a besoin d'être sur place, bien entendu. Les boulons, ils vont pas se faire à distance, c'est sûr. Et comment tu fais, je comprends ce que tu dis, comment tu fais chez un manager qui est dans ce qu'on appelle à la française, comme tu dis, dans le management et le contrôle, c'est-à-dire dès que tu fais quelque chose, il vient derrière vérifier que tu l'as fait. Comment tu fais pour que cette personne, elle revienne pas, hein, comme on dit, sur ses acquis? Parce que c'est aussi pour eux une façon d'avoir du pouvoir, hein, le management et le contrôle. Exactement. Donc, moi, je pense que justement, il y a un changement qui va s'opérer, ça c'est clair, parce que le manager, il a pris, entre guillemets, les galons parce qu'il manage des personnes, il leur demande de faire ça. Donc, il faudrait que l'entreprise les forme et peut-être les fasse monter en compétence dans d'autres domaines ou sur d'autres compétences autres que d'être derrière les collaborateurs parce que l'expérience a montré pendant cette pandémie que les collaborateurs ne travaillent pas forcément quand on est derrière eux, sinon le télétravail n'existerait pas. Donc pour cela, je pense qu'il faudrait qu'on les responsabilise autrement et qu'ils aient une autre vision du management. D'ailleurs, la bonne vision du management, parce que le management, c'est pas être derrière les gens, c'est avoir confiance déjà. Donc ça se travaille. Avoir confiance déjà en soi déjà, parce que parfois ça commence par ça, et aussi aux autres. Et mettre en place des autres systèmes de contrôle qui peuvent être par exemple des indicateurs. On peut contrôler aussi avec des indicateurs qui peuvent être aussi l'émulation par exemple. Donc il faut penser en fonction du secteur d'activité dans lequel on se trouve, quel système on peut mettre en place. Comme dit c'est Philippe, dans les entreprises, c'est Philippe, dans les entreprises où il y a des boulons, où on fait des boulons, on peut pas mettre on peut mettre des indicateurs, mais en disant, par exemple,
à 12 heures, il faudrait que tu aies, enfin, pour avoir atteint ton objectif, il faudrait qu'à 12 heures, tu aies fait 5 boulons, par exemple. Et on laisse la liberté au salarié de gérer son temps tout seul. Et là, ça fait aussi que le salarié a confiance en lui-même et il sait qu'on a confiance en lui. Donc, ça c'est beaucoup plus valorisant et du coup, ça motive le salarié. Moi, je vais rajouter en disant qu'il faut que dès le départ, que les objectifs soient clairs. Ah, c'est clair. Voilà. Et après, les salariés s'organisent voilà, afin d'atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est très important. Et le manager doit apprendre à travailler en confiance avec son équipe. J'ai une autre question, Nicole, par rapport à ton expérience. Aujourd'hui, tu as parlé de leadership. Où vois-tu dans l'entreprise des leaders? En as-tu rencontré? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Je veux dire, où as-tu rencontré dans l'entreprise des leaders, donc pas des managers qui font du management et contrôle? Si oui, est-ce que c'était beaucoup? Et où vois-tu aujourd'hui dans les entreprises, dans quelle entreprise tu vois des leaders, je dirais plutôt des leaders femmes aujourd'hui? Est-ce que tu en vois beaucoup? Ah non. Moi, pratiquement, je n'ai pas croisé des leaders dans ma carrière. J'ai croisé plus des managers et encore des leaders. Moi, je vois, moi, je pense qu'il peut y en avoir dans chez les personnes qui sont plus, qui ont compris en fait ce que c'est que le management en fait déjà, et qui ont une vision, une vision. Et ça, il n'y en a pas partout en fait. Non, je n'ai pas croisé, Christine, des leaders, moi. D'accord, merci beaucoup, Nicole. Je t'en prie. Ok, merci pour vos questions. Est-ce qu'on en prend encore une ou deux? Il y a Philippe qui a apporté une précision. Non, en usine, il y a des cadences imposées. Oui, c'est vrai, parce que pour reproduire, tout à fait. Merci d'avoir nuancé, Philippe. Oui, est-ce que je voulais aussi rajouter peut-être quelque chose. Oui. Oui, effectivement. Donc Nicole n'a pas croisé de leader et même de leaders en entreprise. Moi, je pense que c'est aussi parce que il n'y a pas encore, en tout cas, la transformation elle-même, elle est encore en marche. Parce qu'il faut d'abord que les entreprises acceptent qu'il y a quand même ces formations qui manquent, en tout cas pour au niveau managérial, pour que la culture, en tout cas la façon de manager change. Donc il y a tout un champ qui est de convaincre ceux qui peuvent décider que voilà, il faut investir dans le changement de culture. Parce que moi, à l'époque où je bossais encore chez Orange, en tout cas, quand il y a eu tous ces problèmes liés, générés par Didier Lombard avec les suicides et tout, ils avaient investi dans les méthodes agiles. Et là, on a commencé à voir émerger une autre façon en tout cas, de diriger les équipes. Bon, après, souvent les mauvaises habitudes reviennent vite parce que, en tout cas pour ceux qui avaient la façon de manager comme des patrons, pour eux c'était toujours mieux avant. Donc il y a souvent ça qui revient. Mais quand on arrive à imposer un gros cadre, on n'a pas, on n'a pas des coachs agiles, ou peut-être si, Nicole. Voilà, qu'on arrive à imposer un gros cadre comme l'agilité, même ça, on voyait comment, ne serait-ce même au niveau chef de projet, ça changeait. Le chef de projet, il pouvait plus faire le tyran et c'était très bien comme ça. Mais tu sais, pour aller dans ton sens, Stéphane, tu sais, le changement, on en trouve partout. On trouve des structures qui font la conduite du changement et tout ça. Mais je ne sais pas si vous avez entendu, alors peut-être Christine, la méthode ADKAR. Vous avez entendu parler de cette méthode de chez Procy? Non, dis-moi. En fait, c'est une méthode, bien sûr, qui vient des États-Unis, qui est à suivre pas à pas dans la conduite du changement. Parce que quand tu parles de, Stéphane, la méthode agile avait bien été implémentée, mais sauf qu'après, on est revenu, les leaders, les managers sont venus aux anciennes méthodes.
C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout de la logique. Donc, la méthode ADKAR, ADKAR, préconise pas à pas comment il faut implémenter une conduite du changement. Et donc, quand tu appliques ça et que tu arrives au bout et que tu valides, parce qu'à chaque fois, il y a des validations de notation, des cotations et tout ce que tu veux, quand tu arrives au bout et que tu fais un sondage dans l'entreprise et que tout le monde atteint un certain score, il est, allez, je veux dire, à 75% sûr qu'on ne reviendra pas sur les anciennes méthodes. Oui, en tout cas, il faut implémenter jusqu'au bout. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça dépend de la méthode qu'on choisit, en fait. Enfin, pour moi, au-delà de la méthode, pour moi, s'il y a des vraies décisions managériales, de façon à ce qu'on ait même… Moi, j'avais vu, en tout cas, dans une petite entité dans laquelle j'avais travaillé, c'est-à-dire que quand on désignait un directeur de programme, tout de suite aussi, on désignait, en fait, le coach. C'est-à-dire, on avait vraiment… c'est-à-dire, c'était plus… L'agilité, c'était plus juste, voilà, un petit outil auquel on va recourir comme ça, ou bien une petite méthode. C'est-à-dire qu'on le voyait dans les strates. Voilà, dans la hiérarchie, il y avait bien la position du coach. Il était bien à côté du N plus 60. Et là, tout le monde se disait que ouais, si je respecte un peu, je serai bien vu par la direction. Toutes les phases n'ont pas été respectées, Stéphane. La prochaine fois, tu fais appel à mes services, tu verras. Ah ben voilà, voilà. Non, mais franchement, il y a toute une démarche à suivre. Et quand on la suit, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison. Parce que parfois, on brûle les étapes, en fait. Il ne faut pas brûler les étapes dans la conduite du changement. C'est quelque chose qui est très délicat. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller. Ça prend du temps. Ça, je reconnais, ça prend du temps. Mais il faut y aller pas à pas et valider toutes les étapes. C'est-à-dire une étape après une étape. Pas brûler les étapes. Quand on les brûle, on arrive aux anciennes méthodes qui reviennent. Parce que les gens n'ont pas compris, ils ne sont pas sensibilisés, ou alors ils n'ont pas la connaissance, ou alors, bon voilà. Ouais. La prochaine fois, tu fais appel au service de Global Agile Consulting. Ça marche. J'ai juste une dernière question. Nicole, sur la conduite du changement, est-ce que tu ne penses pas que tous ces efforts qui sont faits pour changer les gens, et on n'est pas garanti du succès, c'est-à-dire de prendre les mêmes et puis de leur vraiment les encadrer, de diffuser, d'insuffler la méthode, est-ce qu'il ne vaut mieux pas, dans ces cas-là, complètement changer les personnes? C'est-à-dire, on prend des personnes qui sont plus sensibles et plus favorables au changement et on les remplace. Et les autres, on leur trouve une autre place. Parce que je pense que pour l'entreprise, ça coûte cher d'essayer de convaincre des gens qui sont dans le frein au changement, plutôt aller chercher des gens, alors toutes les structures ne peuvent pas se permettre, aller chercher des gens, bon ça peut être violent, à l'extérieur, plutôt que d'investir sur des gens qui ont conservé la culture de l'immobilisme parce qu'ils sont là depuis 20 ans et 25 ans. C'est justement pour ça, Christine, que je parle de cette méthode ADKAR qui vient des États-Unis, qui fait des ravages en France maintenant. Parce qu'avec cette méthode-là, si on l'applique bien, même le dirigeant, s'il n'est pas… Parce qu'il y a des gens qui veulent changer, mais qui veulent que les autres changent, mais qui ne veulent pas changer, en fait. Donc, on commence par lui. Et il doit valider toutes les cases et on doit voir où ça bloque. Et quand on voit où ça bloque, si c'est une question de formation, ça peut être une question de que je ne veux plus travailler là. Et dans des entreprises, comme bien compris, on fait des plans de départ. On dit, bon, voilà, tu ne veux plus travailler, qu'est-ce que tu veux en fait? Parce que, en fait, c'est là. On en discutera, Christine, de cette méthode. En fait, tu vois tes résultats là, tu vois que tu mérites ou pas, ou que tu dois rester ou pas, ou que voilà. On voit où est le problème en fait avec cette méthode. C'est pour ça que je ne jure que par cette méthode-là, la méthode ADKAR. Si vous avez le temps, faites un tour, regardez, c'est de chez Procy. Mais c'est quelque chose qui est en train de… J'ai discuté encore avec des confrères qui me disaient que vraiment, cette méthode, si elle arrive en France. Que si on arrive vraiment à mettre ça en place, il y a beaucoup de gens qui vont sauter. Parce que c'est tout le monde qui passe à la pratique en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont sauter. Ah oui, alors c'est de chez Nox. Je ne sais pas si tu connais Nexum. Non. Nexum, c'est un gros cabinet de conseil qui est belge. Ça, c'est lui qui a le feu vert pour dispenser cette formation en France.
Et il nous disait que ça a fait sauter beaucoup de dirigeants, beaucoup. Parce qu'on peut pas comprendre que les dirigeants veulent que ça change, mais qu'ils ne changent pas. Donc, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et avec ça, comme ça sert de garde-fou, en fait. C'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir valider les cases. Et donc, quand tu ne valides pas les cases, où il y a un gros point d'interrogation, il faut qu'on comprenne pourquoi il y a un point d'interrogation. Ouais. Que tu sois le simple collaborateur ou le dirigeant, tu dois dire pourquoi ça bloque. Et quand tu n'arrives pas à dire et qu'on dise que, ben voilà, et si tout le monde se retourne vers toi en disant ça bloque là, ben tu vois bien qu'il y en a qui préfèrent partir. Et donc, regarde si tu as le temps à faire. Nicole, est-ce que la France a quand même ses spécificités? Parce que prendre des choses américaines, parce que les Américains, eux, ils sont terribles. Hein. Même moi, j'avais vu, une fois, j'ai fait une formation avec un agiliste américain. C'est pas le même état d'esprit. Hein. C'est beaucoup dans la performance. Effectivement, quand ça tient pas, t'es viré du jour au lendemain. En tout cas, ça marche pas comme ça en France. Sauf que maintenant, avec la COVID a sauvé en fait les entreprises. Enfin, la COVID a sauvé la méthode. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises ont compris qu'elles doivent changer. Elles doivent changer. Là, elles n'ont pas le choix. Elles sont un peu dos au mur là. Parce que d'un côté, il y a l'entreprise qui ne roule pas comme ça devait. De l'autre côté, il y a l'État. Donc, non, elles vont changer. La COVID a un peu venu, c'est un peu comme un catalyseur, en fait, de ce mouvement, en fait. Donc, le responsable de Nexum qui m'expliquait, il me disait que là, on profite vraiment de la crise pour faire passer ça, parce que sans la crise, c'était impossible. Parce que c'est très culturel. Il y a le N+1, le N+2, le N+ combien, je ne sais pas, mais maintenant, avec cette méthode, les cabinets qui acceptent, parfois, ils ne savent pas. En quoi ils vont s'appuyer. En tout cas, il faut aller doucement. Il faut aller doucement parce qu'on aura les gilets jaunes. Hein. On sera dans la rue. Non, mais vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle La logique de l'honneur. Et c'est Philippe Diribargne. Moi, je me rappelle, c'est un livre qu'on nous avait conseillé lorsque je faisais mes études de management. Et celui-ci analyse 3 sociétés. La société d'Europe du Nord, donc les Pays-Bas. Il analyse la France. Il analyse les États-Unis. Et là, en fait, il décrit comment se passe en fait le management dans ces 3 pays avec le consensus qu'on a dans les pays d'Europe du Nord. On a en France où tu fixes des objectifs énormes et puis tu laisses la personne revenir vers toi quand elle en a envie. Et tu as aux États-Unis, tu fixes des objectifs, mais tu valides en gros toutes les semaines. C'est-à-dire pour voir si la personne a avancé. Et c'est des états d'esprit, Stéphane, complètement différents. Et pour comprendre en fait le management, c'est vraiment un livre intéressant qui va vous permettre de donner les clés. Et il y a un autre point aussi, vous savez, il y a les principes de commandement de Fayol qui disaient qu'il faut avoir le principe de coordination, d'organisation, de commandement, et puis d'autres. Et ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que l'entreprise a externalisé l'ensemble de ces fonctions qui normalement devaient revenir au manager ou au leader. Ce qui fait que le leadership n'est plus incarné en entreprise, mais il est incarné par des pseudo-consultants, c'est-à-dire des gens que vous formez et après qui vous expliquent comment travailler. Non, mais attendez, ça ne marche plus. Donc, voilà, et il y a toutes ces choses-là qui sont assez complexes, mais en tout cas, Nicole, moi, ta méthode, là, il faudrait qu'on en parle à l'African Valley, que tu fasses des diagnostics gratuits, et puis d'ailleurs, ça ouvre des marchés, donc écoute, on va travailler là-dessus. Moi, je suis preneur, il faut qu'on innove, donc on va foncer là-dessus. Bah oui, bien sûr, il faut innover, c'est important. Ok, merci en tout cas pour vos partages, pour vos réactions, c'était top. Est-ce qu'il y a une dernière avant que je laisse le mot de fin à Nicole pour conclure? Ok, bah, Nicole, je vais te laisser conclure. Merci à toutes et à tous. Merci à African Valley. C'est vraiment très passionnant. Je trouve que c'est un peu court, mais bon, il est 20h30 déjà. Au plaisir d'échanger avec ceux qui veulent sur la conduite du changement et sur les méthodes. Je suis complètement ouverte à ce sujet. Et encore merci. Encore belle journée de la femme. Ok, merci Nicole. Alors la semaine prochaine, nous avons un invité spécial, Doga Dogui, pour notre 50e After Work. Donc je vous invite vraiment à faire passer le message. Ça sera l'occasion pour nous
Vous savez, les Américains, ils sont formidables en cela qu'ils savent honorer les gens qui ont été avant eux, les gens qui ont mené des combats, des gens qui ont été précurseurs dans certains combats. Et Dogad a été celui qui a fait énormément de choses pour la diaspora, qui a été précurseur. Et c'est vraiment un honneur pour nous voilà, de le recevoir pour le 50e. Et en tant que grand frère, nous lui demanderons ses conseils pour la suite, parce que nous sommes dans une œuvre qui a commencé avant nous, bien entendu. Mais il est important de pouvoir recevoir aussi des conseils de grands frères pour que nous puissions continuer notre marche. Et vraiment inviter du monde. Je vais inviter tous ceux qui sont passés, moi, en disant, écoutez, il faut être là parce que c'est important. Et parce que le grand frère va nous parler, va nous donner des conseils, il va nous donner aussi son expertise par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, puisque, je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques temps, il y avait une étude qui disait, oui, par rapport à la discrimination, bon, vous voyez, c'est les sujets d'aujourd'hui, mais lui, il les a soulevés en 2007 déjà. Donc, c'est pour vous dire que voilà, les choses n'ont pas vraiment avancé, mais que c'est bien d'avoir quelqu'un qui réfléchit déjà sur ces sujets depuis plus de 20 ans, pratiquement, enfin 17-15 ans, et qui a un vrai regard et un recul sur tout ça pour nous donner les bons conseils, pour ne pas nous fourvoyer dans des choses, des errements auxquels on pourrait s'économiser. Voilà, donc vraiment soyez là. Ce sera un bon moment de partage aussi. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt au 50e, donc African Valley pour lundi prochain. Et merci encore, Nicole, pour cette présentation qui était brillante. Et tu as gagné ton titre de Game Changer. Donc voilà. Yes! Merci à vous toutes et toutes. Merci beaucoup, Nicole. Merci, Dimitri. J'aime bien ce format, c'est sympathique. Ah, écoute, tu vois, on innove aussi. Hein. On est... C'est bien.